Revenons avant cela à l'élément historique de la semaine, puisque cette semaine a eu lieu la cérémonie de signature de l'accord entre l'Iran et les États-Unis. Juste après le déclenchement de la guerre, vous aviez, dans une prémonition habile, en citant Churchill, vous aviez dit « L'homme d'État qui cède la fièvre guerrière doit savoir qu'une fois le signal donné, il perd le contrôle de sa politique et des actes qui vont se dérouler sur le champ de bataille. » Et nous sommes désormais au jour d'après. On a vu cette scène à Versailles, on peut voir l'image de Donald Trump qui va signer cet accord. Je pense qu'on a pu le découvrir. Voilà, regardez, Donald Trump qui signe depuis le château de Versailles, alors que les négociations sont reportées. Elles devaient se tenir dès ce vendredi en Suisse. Et puis il y a une autre séquence, quelques heures plus tôt, en plein G7, Donald Trump arrive dans la pièce et il va rappeler avec humour peut-être une évidence. Écoutez. Hello, I'm the boss. How are you? Good, thank you. Geoffroy Lejeune. Cher Philippe, comment voyez-vous ce jour d'après et selon vous, qu'est-ce qui va changer dans les relations internationales ? Bientôt, il ne pourra plus dire « I am the boss ». C'est ça qui va changer. Et taper sur l'épaule de l'anglais. Pourquoi ? Parce que le monde dans lequel nous entrons n'a plus rien à voir cette fois-ci avec l'après-mur de Berlin. Fukuyama, le grand historien, la paix par le doux commerce, le multilatéralisme, plus de frontières, plus de douanes, etc. La situation, la société internationale sera bientôt méconnaissable pour les raisons suivantes que je voudrais énumérer avec vous. Premièrement, nous allons vivre le crépuscule de la République impériale, pour reprendre le terme de Raymond Aron. La République impériale, c'est-à-dire l'Amérique. Récapitulons. Qu'est-ce qui vient de se passer depuis le 28 février ? L'Amérique n'a atteint aucun de ses objectifs de guerre. Le régime change. Non, il n'y a pas eu de changement de régime. On est passé de l'islamo-militarisme au militaro-islamisme, entre les passedarans, gardiens de la Révolution et les mollahs, en échange le même livre, c'est le Coran. Donc la République islamique, elle est là, elle n'a pas bougé. Deuxième objectif, c'était les fameux 440 kilos. Bon, ils se promènent, on ne sait pas où, mais en tout cas, pour l'instant, ils sont intacts. Et le troisième objectif de guerre, c'était d'entendre le peuple iranien, provoquer la révolte du peuple iranien, comme au printemps dernier. Bon, il ne s'est rien passé. Ensuite, il y a un changement majeur pour les Américains au Moyen-Orient. C'est qu'en fait, les pétromonarchies, qui avaient fondé leur sécurité sur une sorte d'échange pétrole contre sécurité avec l'Amérique, sont maintenant traumatisés et vont chercher dans les semaines, dans les mois qui viennent, une autre posture de sécurité pour se protéger. Troisièmement, le piège d'Ormuz s'est refermé. Et là, on le voit bien à l'heure qu'il est. Le piège d'Ormuz, en fait, qu'est-ce que ça veut dire le piège d'Ormuz ? Ça veut dire que l'Iran, on croyait que l'Iran voulait une bombe atomique, en fait, ils en ont deux. Ils ont celle des 450 kilos d'uranium enrichi et ils ont le détroit d'Ormuz. La preuve, c'est que toute l'économie mondiale est à l'arrêt à cause du détroit d'Ormuz. Enfin et surtout, je dirais, il y a eu l'enlisement vietnamien, il y a l'ensablement iranien. C'est-à-dire qu'en fait, après l'Irak, après l'Afghanistan, c'est énième échec de l'Amérique. Donc en termes de prestige et d'image, l'Amérique est regardée là, c'est encore tout neuf, mais on va s'en apercevoir dans les semaines qui viennent. Le deuxième point important, c'est le nouveau statut de l'Iran, qui devient
puissance régionale au Moyen-Orient, et peut-être même la première puissance régionale au Moyen-Orient. C'est hallucinant ce que je vous dis, mais c'est la réalité. En effet, la République islamique d'Iran a vaincu la première puissance militaire du monde et son allié israélien. Quand, dans une guerre asymétrique, le présumé vainqueur ne réussit pas à vaincre, il a perdu. Et quand, dans une guerre asymétrique, le présumé vaincu ne perd pas, il a gagné. On est dans cette situation. Alors, récapitulons. La République islamique d'Iran, elle contrôle les eaux du Golfe. Elle contrôle les voisins, maintenant, qui vont se tourner vers elle, parce qu'il vaut mieux faire un contrat de sécurité avec l'Iran qu'avec Israël, lâché par les Américains. Et enfin, elle contrôle les proxys. Le Hamas, même s'il est très affaibli, le Hezbollah au Liban, on voit ce dont il s'agit en ce moment, et enfin les Houthis, qui sont tranquilles. Bon. Troisième élément clé, troisième trait saillant, inouï, qui vient de se passer là, c'est l'abandon d'Israël, l'isolement d'Israël. Et l'erreur stratégique de Trump qui veut donner le Liban à la Syrie. Je peux vous dire que pour bien connaître le Liban et les Libanais, c'est la panique. Parce que le Liban, moi j'ai connu ça, cette période, le Liban en Syrie, 30 ans. Donc c'est pire que tout. Et enfin et surtout, nous assistons au déplacement de la tectonique des plaques vers le sud global. L'Iran fait partie du sud global, la Russie et la Chine font partie du sud global, etc., etc. Déplacement vers l'Asie, vers la puissance montante. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire deux choses. Premièrement, pour reprendre une expression d'Hélène Caradanco, ça m'avait beaucoup frappé cette expression, elle dit « J'ai peur que bientôt on dise que le moment de l'Occident est passé ». C'est clair. Le décrochage de l'Europe, il est presque irréversible. Dans sa forme actuelle, l'Europe est une colonie américaine et une colonie chinoise. Bientôt, on roulera en voiture électrique chinoise. Et enfin, il y a un dernier point qui est très important, que personne ne voit, c'est la dédollarisation du monde qui est devant nous. J'ajouterais, pour compléter le tableau, quelque chose que personne ne dit, moi que je sens, que je pressens. C'est que la victoire des mollahs et des gardiens de la Révolution est cause d'allégresse. Dans la rue arabe, en France, et la rue Saint-Guillaume, là où se forgent les caractères des futurs gardiens de la Révolution, et là où prospèrent les imaginaires des futurs mollahs de la Nouvelle-France. On ferait bien de regarder la rue arabe et la rue Saint-Guillaume, c'est-à-dire l'alliance de l'Islamistan et du Boukistan, pour comprendre ce qui risque d'arriver en France à la suite de ce très grave conflit. Je vais vous proposer quelques images, Philippe de Villiers. On reste évidemment sur cette visite et cette cérémonie à Versailles, puisqu'on a pu apercevoir Donald Trump auprès de Emmanuel Macron. Vous voyez la galerie des glaces, échanger, passer un moment heureux, apaisant peut-être, avec également Brigitte Macron. Quelle réflexion vous inspire cette réception ? Vous qui avez d'ailleurs consacré un roman historique au Roi Soleil, Philippe de Villiers. D'abord, je ne peux pas m'empêcher de penser à la cérémonie des Jeux Olympiques que nous avions commentée ici. Ce personnage, Macron et Brigitte Macron, si je les voyais, là, je leur dirais, mais qu'est-ce qui vous arrive ? Là, il joue le Roi Soleil, très bien. Il s'identifie au Roi Soleil, il a raison. Le Roi Soleil sans la perruque et sans les talonnettes. Mais en revanche, il a applaudi, on le voyait applaudir et tweeter quand Marie-Antoinette était décapitée en pleine cérémonie des Jeux Olympiques.
Et de la même manière, on le voit qui fait un sermon dans Notre-Dame de Paris, et quelques mois après, il va dans la Grande Loge de France, 5 mai 2025, pour promettre l'euthanasie. Donc en fait, cet homme n'a pas de colonne vertébrale. Maintenant, je vais lui faire un compliment. C'est bien d'être allé à Versailles, d'avoir emmené le boss à Versailles. On avait quand même l'impression que c'était Trump, Louis XIV. mais c'est bien. Et en fait, ça m'a rappelé, parce que vous dites que j'ai écrit un livre sur le roi Soleil, effectivement. Et dans ce livre, je raconte comment est né Versailles. Il faut que les Français sachent comment est né Versailles. Vous imaginez un petit garçon de 10 ans qui est allongé sur un affût de canon entre les mangeoires et les bottes de foin dans les écuries de Saint-Germain-en-Laye. Et là, le pauvre gamin est perdu et il interroge sa maman, Anne d'Autriche, la reine-mère, et il lui dit « Qu'est-ce qu'on fait là ?» Et elle lui dit « Louis, si jamais un jour vous devenez roi de France, ce qui est quand même compromis, il faudra que vous vous souveniez de ce moment que nous passons ensemble dans ces écuries. Il faudra que, comme dit le cardinal Mazarin, que vous mattiez les grands et que vous les mettiez plus bas que l'herbe. Que vous mattiez les grands, que vous mattiez les juges, que vous mattiez tous ceux qui sont les puissants et qui cherchent à voir en nous, non pas le premier des gentilshommes, mais le premier des pauvres, le roi des pauvres. Et le petit roi lui dit, mais comment faire pour mater les grands? Et elle dit, il faudra faire une demeure pour les attirer, loin de Paris, pour les retenir, pour les tenir tranquilles, et en même temps, Louis, pour éblouir le monde. Ainsi est sorti d'un relais de chasse construit par son père le château de Versailles. Et c'est bien que le président de la République utilise le château de Versailles. On le voit là dans la galerie des glaces. Évidemment, ça évoque pour moi des moments que j'ai cru vivre, tellement je les ai vécus par l'écriture. Pourquoi la galerie des glaces? C'est pour les visites de souveraineté. Il appelait ça comme ça, Louis XIV. Et il a reçu successivement le doge de Gênes, l'ambassadeur du Siam, c'est pas rien, l'ambassadeur de Perse, l'ambassadeur de Chine, etc., etc. Et c'est là aussi que le roi Louis XVI, avec beaucoup d'intelligence et d'habileté, son ministre Vergennes, ont décidé d'aider les insurgents. Le roi Louis XVI a reçu Franklin, et il a décidé d'aider les insurgents pour se débarrasser de la tutelle de la perfide Albion. Et c'est quelque chose qui me touche personnellement, puisque vous savez qu'il y a un siècle est née une association qui s'appelle les Fils de la Révolution américaine. Cette association regroupe les descendants directs de ceux qui se sont battus aux côtés des Américains contre les Anglais. Moi, j'appartiens à une famille qui a 10 siècles de lutte contre l'Angleterre, depuis Hastings, 1066. Donc, je ne suis pas dépaysé. Et en fait, dans cette association, il y a les descendants de Duchaffaut, les descendants de la Motte Piquet, les descendants de l'amiral de Grasse, l'amiral d'Estaing, le Rochambeau, Charette, évidemment, l'amiral de Buor, qui a révolutionné toute la tactique avec Suffren, la tactique de la guerre en haute mer. Et un jour, j'ai reçu une lettre qui m'a surpris. Il dit, vous êtes désormais membre des Fils de la Révolution américaine, et
à cause de votre ancêtre, qui était secrétaire d'État à la guerre, le maréchal de Ségur. Et donc, figurez-vous qu'ils viennent au Puy du Fou samedi pour commémorer, en présence de beaucoup d'autorités françaises, ils viennent pour commémorer le 100e anniversaire de leur naissance. Voilà. Et donc, vous voyez, souvent on m'accuse d'être pro-russe. Ah ben là, peut-être que là, c'est... Et là, tout à coup, on va m'accuser avec ce que je viens de vous révéler. On est à 2 doigts de l'ingérence. D'être pro-américain. Oui. Et voilà, et ben non, moi je pense qu'il faut rassembler les deux. Il faut toutes les grandes puissances. Et peut-être qu'un jour j'aurai une décoration chinoise. Et là on dira c'est un Chinois. Voilà. Bon non. Bon, mais ça fait plaisir de voir qu'il y a encore des gens en France qui se souviennent de ceux qui, aux côtés du roi de France et de son ministre des Affaires étrangères, Vergennes, qui était un génie, ont permis à l'Amérique de prendre son indépendance. Il ne faut pas oublier que le fameux traité de 1783, qui consacre l'indépendance de l'Amérique, a été signé à Versailles. Nous étions une grande puissance et nous aspirons à le redevenir.